Il arrive parfois que l'actualité semble se jouer loin de nous. Alors tous les vendredis, on s'intéresse à un événement qui a marqué la semaine d'un point de vue européen. Et on prend le temps d'expliquer pourquoi il nous concerne tous. Je suis Charlotte Baris et cette semaine, l'actualité européenne qui a retenu notre attention, c'est la réaction de l'Europe face aux manifestations en Iran. Combien de personnes ont été tuées depuis la fin du mois de décembre ? À quoi ressemblent vraiment les manifestations ? Et surtout, que va devenir le régime ? Depuis plusieurs semaines, les questions se multiplient en Iran alors que la population a pris la rue. D'abord rassemblés pour protester contre leurs difficultés économiques, les Iraniens tentent désormais de se dresser face au régime des mollahs. Pour répondre à la contestation, le gouvernement réprime violemment ses opposants et coupe les accès à Internet. Quand Donald Trump a menacé d'intervenir, la réaction des Européens, elle, s'est fait attendre. Dans un premier temps plutôt silencieux, les principaux dirigeants ont condamné le régime de l'ayatollah Khamenei au bout de plusieurs jours. Pourtant, l'Europe ne doit pas ignorer ce qui se joue en ce moment en Iran, car l'avenir du régime de Téhéran est aussi crucial pour le vieux continent. Pour comprendre les enjeux en Europe de ce mouvement qui secoue l'Iran, j'ai fait appel à Luc de Barochet, spécialiste de la géopolitique et des questions européennes à l'Express. Bonjour Luc. Bonjour. D'abord Luc, on aimerait comprendre pourquoi les Européens ont mis tant de temps à réagir alors que les événements en Iran durent depuis la fin du mois de décembre. Les manifestations ont commencé le 28 décembre. Les principaux dirigeants européens ont attendu le 9 janvier pour réagir. Un délai de 12 jours qui s'explique par un mélange de prudence et de méfiance. On avait déjà vu plusieurs épisodes de révolte ces dernières années en Iran. Toutes s'étaient terminées par la réaffirmation de l'autorité du régime face à la rue. Mais il y a aussi des raisons plus profondes sur lesquelles on va revenir. C'est seulement lorsque l'ampleur des manifestations a fait qu'il était impossible pour les Européens de continuer à garder le silence qu'ils ont commencé à condamner la violence de la répression. La condamnation la plus vive est celle du chancelier allemand Friedrich Merz qui prédit maintenant ouvertement la fin prochaine du régime. Emmanuel Macron, lui, est plus prudent sur cette éventualité. Tu parles de raisons plus profondes, à quoi tu fais référence ? Il faut regarder l'histoire des liens entre l'Europe et l'Iran depuis la révolution islamique de 1979. Au début, elle est vue par beaucoup d'intellectuels et de dirigeants européens comme un mouvement de libération. On peine à le mesurer aujourd'hui, mais à la fin de son règne, le Shah, c'est-à-dire le roi d'Iran, réprimait férocement l'opposition. Sa police politique recourait à la torture de façon routinière. En face, le clergé chiite était vu comme progressiste parce qu'il se définissait lui-même comme anti-américain, anti-impérialiste, anti-colonialiste. Donc, on avait un clergé fondamentalement rétrograde et réactionnaire, mais qui, avec nos lunettes de l'époque, était vu d'un bon œil parce qu'il luttait contre une dictature féroce. Et il ne faut pas oublier que c'est la France de Valéry Giscard d'Estaing qui donne à l'époque l'asile politique à l'ayatollah Khomeini, le prédécesseur du dictateur actuel, Khamenei. Tous les grands intellectuels français étaient fascinés par lui. Et ensuite, l'ayatollah retourne triomphalement en Iran dans un avion d'Air France spécialement affrété, accompagné de 150 journalistes. C'est seulement quand le clergé chiite, une fois installé au pouvoir, a commencé à instaurer son propre régime de terreur, puis à exporter cette terreur à l'étranger, au Proche-Orient et en Europe même, qu'on a commencé à prendre la mesure du problème. Mais même là, on a continué à penser que dans ce régime, il y avait des modérés et des radicaux, et donc qu'il ne fallait pas se montrer trop dur pour ne pas isoler les modérés. L'erreur consiste à prendre les modérés pour de gentils démocrates, ce qu'ils ne sont pas. Ils sont vus comme modérés car ils se disent favorables à un compromis, à un dialogue avec les Occidentaux. Mais ils sont souvent aussi durs que les radicaux sur le plan intérieur. On le voit aujourd'hui avec le président Pezeshkian, classé comme pragmatique, qui soutient la répression féroce et qui menace l'Europe contre qui il dit être, je cite, « en guerre totale ». On a donc longtemps sous-estimé le rôle déstabilisateur de l'Iran au Proche-Orient à travers son vaste réseau de milices qu'il arme et qu'il finance. Je parle là du Hezbollah libanais, de plusieurs milices chiites irakiennes, des Houthis du Yémen et même du Hamas palestinien qui est pourtant d'obédience sunnite.
Luc, quand on parle de l'Iran, il est souvent question de son programme nucléaire militaire. Là aussi, les Européens ont entretenu le dialogue avec l'Iran. Oui, les Européens ont joué un grand rôle pour ménager la chèvre et le chou sur la question nucléaire. Ils ont espéré, là aussi à tort, qu'on pouvait stopper la course de l'Iran vers la bombe atomique en lui faisant miroiter une levée des sanctions et une réintégration dans la communauté internationale. Cette stratégie a abouti à l'accord de 2015, sauf que l'accord a été très vite jeté au panier par les Américains pendant le premier mandat de Donald Trump. Et qu'en outre, il n'a jamais été vraiment respecté par les Iraniens qui ont continué à enrichir l'uranium bien au-delà des besoins de l'industrie civile. Est-ce que ça veut dire que les Européens sont trop naïfs face à l'Iran ? C'était vrai, oui, mais plus maintenant, en ce qui concerne les dirigeants européens. Le tournant date de 2022, quand l'Iran a commencé à soutenir activement la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Téhéran a livré à Moscou des drones en quantité astronomique, des missiles balistiques, des munitions en abondance. C'est là que les Européens ont vraiment pris conscience que ce n'était pas seulement un problème proche-oriental. Et pourtant, malgré tout ça, il reste dans toute une partie de la gauche européenne l'idée que le régime iranien fait partie du camp anti-impérialiste, anti-américain, anti-Trump, et donc qu'il doit être ménagé. Comme c'est un régime qui se réclame de l'islam et qu'il est opposé à Israël, on ne veut pas être taxé d'islamophobie en le critiquant. Et on ne veut pas être vu dans le même camp que Benjamin Netanyahou en s'opposant à lui. Cela contribue encore aujourd'hui à expliquer la réticence de beaucoup de politiciens, notamment à gauche, à dénoncer clairement ce qu'il se passe en Iran. Et on entrevoit là un enjeu géopolitique essentiel des événements en cours, car la République islamique a puissamment contribué depuis 50 ans à l'essor de l'islam politique, non seulement au Proche-Orient, mais aussi en Europe ou en Afrique. C'est la force de la révolution iranienne de 1979 qui lui a permis de s'étendre. Et donc, si le régime est renversé par une révolution populaire, l'islam politique va perdre sa base principale. Et ça, l'Europe en a bien conscience. Alors, face à ces événements, Luc, l'Europe peut-elle être autre chose que spectatrice ? Depuis quelques jours, on voit qu'elle cherche à jouer un rôle. Les ambassadeurs iraniens ont été convoqués les uns après les autres par les ministères des Affaires étrangères dans la plupart des pays européens pour relayer des protestations contre la répression. Il est question de renforcer encore les sanctions qui visent l'Iran. Il est question aussi d'inscrire le corps des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, sur la liste européenne des organisations terroristes. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, mais la France, l'Italie et l'Espagne y sont réticentes. Au total, on préfère laisser les Américains et les Israéliens agir, et c'est regrettable, car c'est aussi la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Merci beaucoup Luc pour tes explications. À bientôt. Si les analyses de Luc Debarochet vous intéressent, vous pouvez lire chaque semaine sa chronique Erasme dans l'Express. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que la Semaine européenne, c'est un nouveau podcast de la rédaction à écouter tous les vendredis sur les plateformes de podcast et sur le site du magazine. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à suivre également l'Express Podcast pour découvrir tous nos formats. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse accompagnée des journalistes de la rédaction. À très vite.